Bien, eh bien, bonjour et bienvenue à cette conférence de restitution des résultats de la 34e enquête de l'Observatoire des ingénieurs et scientifiques de France. Je suis ici en présence de Marie-Lise Bizin, vice-présidente de l'IESF et présidente de l'Observatoire, qui a été à la manœuvre avec son équipe de bénévoles et de permanents aussi pour réaliser cette étude, ainsi qu'avec nos prestataires. Alors, avant toute chose, permettez-moi, au nom de l'IESF, d'exprimer aussi toutes nos condoléances et notre soutien au peuple ami marocain, qui fait face à un terrible drame. J'ai eu personnellement des contacts avec nos membres du Maroc ce week-end et ils se mobilisent sur le terrain. Et hélas, pour certains, sont directement affectés. Dans les jours prochains, nous verrons avec eux ce qui peut être coordonné depuis la France et fait pour aider. Nous travaillons avec le groupe territorial Arts et Métiers et le groupe territorial des Insaïens du Maghreb. Alors, avec plus de 42 000 répondants, cette enquête démontre, s'il en était encore besoin, tout son intérêt et sa qualité, qui en fait un temps fort, une référence attendue, non seulement de nos mandants, mais aussi du monde de l'industrie et des corps constitués. La France peut s'enorgueillir de compter plus de 1 220 000 ingénieurs et scientifiques, dont plus de 1 114 000 sont en activité, mais, et c'est un gros mais, avec seulement 24% de femmes. Les recrutements à hauteur de 154 000 traduisent une reprise, avec 7% de plus que sur 2021. On a l'effet Covid qui s'éloigne, et montrant là encore toute la pertinence d'un choix de ces filières d'excellence, et ce d'autant que le taux de chômage global est, sur la population d'ingénieurs et scientifiques, est de 2,7%, à rapporter au 7-8, quel que soit le chiffre officiel, du chômage en France. Alors en 2022, il y a eu 47 000 nouveaux diplômés, dont 28,5% de femmes, alors que les effets de la réforme du bac se font sentir en amont, c'est-à-dire dès le lycée, et impactent très négativement sur la population féminine, laquelle ne choisit plus ou pas les filières scientifiques et des sciences de l'ingénieur. Juste pour vous donner un chiffre, on a perdu 60% des filles dans ces filières-là depuis la réforme du bac. Aussi un chiffre de 47 000 nouveaux diplômés, donc à mettre en regard des besoins de la réindustrialisation qui requerrait déjà aujourd'hui plus de 65 000 nouveaux diplômés. Lorsque nous interrogeons, et nous le faisons, les grands secteurs d'activité que sont l'aéronautique, que sont le nucléaire, que sont les industries mécaniques et automobiles en particulier, on arrive très largement à ces chiffres-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à une espèce de foire d'empoigne qui bénéficie en termes d'augmentation salariale, mais qui ne règle pas le problème, c'est que les industries ne trouvent pas les compétences dont ils ont besoin. Donc, je vous ai dit que depuis la réforme du lycée en 2019, on a perdu 60% des bachelières préparées pour des études de sciences. Et le nombre de bacheliers, hommes et femmes, préparés pour des études de sciences a été réduit de moitié. Je rappelle que le souci qui a été créé par cette réforme, au-delà du globalement haro sur les maths, c'est que vous choisissiez 3 options dans lesquelles aussi il y avait les maths en première, et puis vous en coupiez une pour passer en terminale. Et comme par hasard, c'était souvent les maths ou les sciences de l'ingénieur. À titre un autre chiffre que je peux vous donner, alors ces chiffres, je vous le donne, ils sont issus d'un rapport de l'inspection générale du ministère, donc je ne les ai pas inventés. On a moins de 2% de nos jeunes en terminale qui faisaient des sciences de l'ingénieur. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur du problème lorsque ensuite il faut se présenter au portillon des classes prépa ou des écoles d'ingénieurs qui recrutent après bac. Alors, introduire effectivement. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette 2e année et découvrir ensemble dans les grandes tendances qui ressortent de cette 4e enquête annuelle de l'Observatoire des ingénieurs et scientifiques. En tant qu'ingénieur super-héros, je débuterai naturellement en citant Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. » Et donc, notre objectif avec l'introduction de Marc sur le manque d'ingénieurs en France et en particulier d'ingénieurs femmes, c'est effectivement de sensibiliser en complément de toutes les actions qui sont menées en France sur les besoins d'ingénieurs et de mettre en avant toutes les actions
qui favorise cette sensibilisation, notamment auprès des jeunes qui ont répondu extrêmement nombreux à cette enquête. Bien. Alors, comme je l'ai déjà dit, comme tu viens de le rappeler, le monde a besoin des femmes dans toutes les branches des STEM, c'est-à-dire les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. La situation s'aggrave avec une désaffection criante, j'en ai déjà dit 2 mots, et en particulier, et c'est là qu'on est interpellé, et que les femmes ingénieurs se mobilisent, et pas que les femmes ingénieurs d'ailleurs, dans le domaine du numérique, avec moins de 18% de femmes. Je vous rappelle les chiffres, en gros, on a 25-26% de femmes ingénieurs, et dans le numérique, on tombe à 18%. Alors que je sache, dans le numérique, il n'est pas question de porter des poids lourds, d'être dans des usines version Zola pour certains, etc., etc. Donc, il y a vraiment un vrai souci. Et c'est quand même dommage parce qu'il n'y a rien qui, dans l'ADN féminin, interdit d'être au top dans le numérique. Alors, l'enquête d'insertion de la CGE qui est faite, je rappelle, sur les 3 dernières promotions, et il y a souvent une confusion qu'on fait dans les médias entre l'enquête de la CGE et la nôtre. Et l'enquête de la CGE s'adresse aux 3 dernières promotions sorties et c'est une enquête d'insertion, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes sorti et comment vous êtes rentré, entre guillemets, dans la carrière. Alors, pour les ingénieurs et pour les écoles de commerce, pas uniquement. Voilà, et pour pas les uniquement, absolument. Alors, ça montre quand même que 83% des nouveaux diplômés sont en emploi CDI moins de 3 mois après la diplomation. 96% après 6 mois. Donc, c'est encourageant et c'est notable. L'augmentation du nombre de diplômés par la voie de l'apprentissage. Alors, c'est un thème sur lequel il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'actions, beaucoup de pensées. L'État s'en est saisi. La voie de l'apprentissage, c'est une voie d'excellence, comme les autres, et qui permet de former un peu plus de jeunes garçons et de jeunes filles dans nos métiers. Et la voie de l'apprentissage, pour ceux qui auraient un doute, a un taux d'emploi en CDI de 87%. Il n'y a pas une grosse différence. C'est donc bien une filière d'excellence. Et on ne doit pas la minimiser. Si je fais le parallèle avec ce qui se passe en Allemagne, pour devenir ingénieur, c'est essentiellement par la voie de l'apprentissage. C'est-à-dire, vous passez un coup à l'école et un coup à l'usine. Ce qui est quand même intéressant. Et ici, ça représente combien l'apprentissage sur le global? Alors, j'avais un chiffre, c'est de l'ordre de 5000 de mémoire. Alors, ça monte puisque toutes les écoles d'ingénieurs, y compris les plus célèbres, j'inclus ILIX là-dedans et bien évidemment les arts et métiers, développent une filière d'apprentissage. Et puis aussi, un peu plus en amont, vous avez la filière bachelor qui permet ensuite, par voie de passerelle, de rattraper la filière dite grandes écoles et donc d'être diplômé au même titre que ceux qui sont passés par une classe prépa. Alors, le salaire médian, ça aussi, c'est intéressant lorsqu'on parle aux papas et aux mamans, quand on va les voir, c'est de 60 000 euros. Toutefois, il est en baisse en euros constants pour des raisons que vous pouvez imaginer, en plus avec l'impact de l'inflation cette année. Et il est à noter que seuls 16,7% des diplômés se tournent vers la production, ce qui est un marqueur fort en termes pour nous rappeler, entre guillemets, la désindustrialisation que nous connaissons dans ce pays depuis 30 ans, puisqu'on est à un maigre 10% du PIB, le poids de l'industrie dans la création de richesses dans ce pays. Et donc, France 2030, les programmes de réindustrialisation, tout ça sont en place et devraient aider, mais il reste encore beaucoup de travail, et en particulier, il manque encore beaucoup de bras, qu'ils soient garçons ou filles. Alors, sur les femmes, on revient effectivement au choix d'orientation des femmes ingénieures. Donc, cette année, comme je le mentionnais, l'enquête a significativement mobilisé les jeunes, puisque 40% des 42 000 répondants sont des jeunes de moins de 40 ans. Et que nous disent-ils finalement ces jeunes? Leur intérêt pour les sciences à 84%, comme vous pouvez le voir sur les slides qui vous sont partagés. Et en particulier, les femmes, ça vous découvrirez dans l'enquête qui sera diffusée et que vous pourrez vous procurer, les femmes se tournent vers des spécialités de chimie, de biologie, d'agronomie, des métiers de l'eau, là où les hommes choisissent plutôt des spécialités en électronique, mécanique, informatique. Comme le mentionnait Marc, les STEM, effectivement, sont en diminution et manquent d'ingénieurs femmes. La réforme du bac a effectivement bloqué ces efforts, même modestes, qui commençaient à se dessiner.
et des actions, il faut garder à l'esprit que des actions sont menées pour poursuivre ces efforts. En particulier, il y a le musée Henri Poincaré qui est dédié aux mathématiques, une action en particulier du CNRS qui a été ouvert cette année. Les World Skills qui se tiennent cette semaine à Lyon pour les Olympiades des métiers, qui mettent en avant le rayonnement d'ingénieurs, en particulier des spécialistes du cloud, type d'ingénieurs. Et qui un certain nombre d'ingénieurs, mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Alors, si on passe à la slide suivante, effectivement, on voit que 33% des ingénieurs déclarent avoir été impliqués dans le recrutement d'ingénieurs en 2022. Donc, on se tourne vers le volet recrutement qui reste en difficulté pour les recruteurs. Et 60% de ces ingénieurs impliqués dans le recrutement, c'était 50% l'année dernière, donc c'est en augmentation, déclarent avoir eu des difficultés de recrutement. Face à ces difficultés, quelles actions sont mises en place? Travaillant dans le métier des RH, je mentionne quelques actions qui sont promues par les DRH. La marque employeur, donc insuffler finalement tout ce qui concerne ces métiers scientifiques, le onboarding, l'accueil et l'implication les premières années des ingénieurs dans les entreprises, les programmes liés à l'environnement qui sont des sujets qui inspirent beaucoup les ingénieurs, et on le verra puisqu'on a intégré cette année des questions sur la conjoncture, donc on pourra voir les résultats en fin d'enquête, les accords sur le télétravail, l'accompagnement dans la gestion de carrière, et puis avec l'inflation salariale, les actions aussi comme le bilan social individuel et les plans de formation qui peuvent effectivement favoriser et inciter les ingénieurs. La slide suivante que vous pourrez découvrir représente la proportion des ingénieurs recrutés par rapport à la difficulté de recruter dans ces postes. Voilà, qui va vous arriver. Voilà, merci beaucoup. Et nous notons en particulier, donc en haut à droite, les secteurs particulièrement touchés par le manque d'ingénieurs, qui ne sont pas forcément des secteurs naturels où on trouve les ingénieurs, puisqu'ils choisissent beaucoup l'industrie, mais qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est des secteurs extrêmement touchés, l'édition, l'audiovisuel, la diffusion, et puis bien sûr l'hébergement et la restauration, qui sont des secteurs que l'enquête a dévoilés comme en manque crucial d'ingénieurs. En tension. Merci Marc. Ouais. C'est toujours toi ou c'est moi? C'est toujours moi. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit commentaire à côté, toujours au chapitre des femmes. Je crois que le monde de l'industrie doit battre sa coupe, parce que le monde de l'industrie, en particulier donc de l'industrie mécanique, on va dire, mécanicienne, reste marqué comme étant trop masculin. Mais ce qui est assez aussi frappant aussi, c'est quand on interroge, je vois un des représentants ici, le monde du numérique, on a exactement la même remarque venant des femmes. Et je voudrais dire aussi que quelque part, les mamans qui restent, et l'enquête le montre, les premières prescriptrices de leurs filles sont vraiment parties au problème. Lorsque l'on va faire la promotion d'un métier d'ingénieur en collège et en lycée, et j'en ai fait, c'est frappant. Les mamans viennent me voir en disant « Mais monsieur, c'est pas un métier pour une femme ». Voilà. Notre problème, il commence là. Parce qu'à la maison, en gros, il faut que la jeune fille ait un peu du tonus, un peu du muscle pour passer cette barrière de la maman qui dit « c'est pas fait pour toi ». Alors Dieu merci, il y en a qui le passent, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui passent au travers des mailles du filet et qui pourraient utilement rejoindre le monde de l'entreprise et de l'industrie. Effectivement, l'enquête démontre que le premier acteur qui influence les femmes, c'est les parents, hein, pour les métiers de l'intérieur.
Les pères aussi. Et les pères aussi. C'est pour ça que je Mais, me permets de… Voilà, les pères aussi, mais c'est clair que le ratio est plus mère que père, mais c'est vrai, les pères aussi. Alors après, bon, c'est fonction du tissu familial dans lequel vous êtes. Hein. D'ailleurs, c'est pas évident que parce que vous êtes dans un tissu familial d'ingénieurs, que vos enfants seront ingénieurs, parce qu'il y en a qui vont dire surtout pas. Les enfants, surtout pas comme papa, surtout pas comme maman, ou les parents qui disent surtout pas comme nous. Alors, un autre paramètre d'importance que je voulais mentionner en termes, dans le cadre du recrutement, c'est la mobilité. C'est pas nouveau. Moi, j'en étais victime en 74, quand il fallait se loger déjà. Vous voyez, 74, c'est pas hier. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un problème de mobilité qui s'accroît. Vous lisez, les journalistes que vous êtes ici le savent très bien. On a une vraie problématique, une bombe à retardement, enfin même elle n'est plus à retardement, elle est en train de péter, qui est celle du logement. Et en particulier pour nos jeunes. Déjà, nos jeunes, lorsqu'ils vont en école d'ingénieur, puisqu'il n'y a pas de place de logement étudiant, il n'y en a pas assez. On est tous confrontés au problème de colocation avec tout ce que ça veut dire. Et puis ensuite, lorsqu'ils rentrent dans la vie active, dans les régions où ils sont, y a-t-il de quoi se loger? Donc là aussi, on a un facteur aggravant qui ne va pas aider la situation, et en particulier sur la mobilité. Alors d'autant plus que ces jeunes, comme l'a dit Marie-Liesse aujourd'hui, veulent donner du sens, ce qui a toujours été le cas, mais peut-être un peu plus aujourd'hui, et que le côté terroir ressort assez fort, c'est-à-dire rester dans les régions d'où ils sont issus. Alors Dieu merci, on le verra tout à l'heure dans l'emploi, les régions sont à peu près à l'équilibre en termes de potentiel et d'emploi. Ça, c'est une caractéristique forte qu'il faut garder, et de la même manière qu'il faut garder une caractéristique forte de la formation. Si dans votre région, il n'y a pas d'école d'ingénieurs, ça devient très vite compliqué. Voilà. Donc, le logement, je pense que ça va être la grande affaire, non pas du quinquennat, mais des 10 années qui viennent, parce que malgré tout ce qu'on nous dit, baisse des prix, mais enfin, quand on nous dit qu'à Paris, ça baisse d'1%, c'est-à-dire pot de balle. Ce qui a beaucoup augmenté, je veux dire vachement, et c'est vrai, c'est difficile, c'est le taux d'Italie, puisqu'il a été multiplié par 5. Par 5, ben oui, c'était 1% il y a 2 ans, c'est aujourd'hui 5%. Donc, ça veut dire que la capacité d'achat, en termes de mètres carrés, est plombée, et que la capacité d'emprunt est plombée aussi, et en particulier pour les plus jeunes. Voilà. Alors, l'insertion professionnelle, c'est le transparent suivant. Jean, s'il te plaît. Effectivement, avec la baisse du chômage qu'a évoqué Marc, en particulier le taux significativement encore faible du chômage des ingénieurs à 2,7% que Marc avait noté dans l'introduction, le taux national étant de 7 points, ceci complété par la difficulté à recruter des ingénieurs que nous avons mentionné, Marc et moi, prouve que la France fait toujours face à une carence des ingénieurs et notamment des femmes ingénieurs. Et l'enquête 2023, avec les schémas qui vous sont montrés, reporte qu'effectivement 11,2% des diplômés de la dernière promotion, donc la promo 2022, étaient en recherche d'emploi au 31 décembre 2022, alors que 3,1% des diplômés de l'avant-dernière promotion étaient en recherche d'emploi à cette même date. C'est la façon de lire ces schémas. Et donc, on voit que sur les 3 dernières années, 2021, 2022, 2023, les jeunes trouvent beaucoup plus facilement leur premier emploi, donc depuis 3 ans. Voilà, donc c'est une tendance qui est montrée par également l'enquête des grandes écoles. Les jeunes sur le marché sont sensiblement plus recrutés, plus facilement recrutés ces 3 dernières années. OK. Alors, à ce propos, parce qu'on parlait de mobilité, un grand nombre quand même bouge sans nécessairement changer de secteur. Bon, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'aspiration qui se passe en ce moment due au déficit de talent, avec l'inflation salariale qui va avec. Et alors, ce qui est intéressant, parce que comme on nous l'a servi en long, en large et en travers, seulement 6% ont exprimé qu'ils avaient changé d'emploi pour des raisons liées à la crise sanitaire. 6%. Donc, on est très, très loin de cette espèce de nuage dans lequel la crise sanitaire avait bouleversé complètement. C'est un peu le même schéma, d'ailleurs, qu'on vit sur le télétravail ou la grande démission qu'on a connue avec le grand retour et le retour au bureau. Donc,
quelquefois, je me dis à qui profite le crime, parce que je vous rappelle que les travail, il faut se connecter. Donc, il y a des gens qui ont bien vécu pendant la crise sanitaire pour vous vendre les connexions. Oui, à quoi je pense. Voilà. Alors, on enchaîne. John, salut. Ça, on en a parlé. Donc là aussi, lorsqu'on parle aux papas et aux mamans, lorsqu'on va dans les collèges et les lycées, hein, il y a un paramètre objectif, c'est que si vos enfants rentrent dans ces filières, même si vous considérez que c'est pas pour eux, que c'est très compliqué ou que c'est très cher, on peut y revenir, au bout du bout, il y a de l'emploi. Par les ans qui courent, je pense qu'en tant que père et mère, c'est un paramètre très important. Bon, la vitalité des régions, j'en ai dit 2 mots déjà. Il n'y a pas de région qui sort du lot dans un sens comme dans l'autre. On parle souvent de l'Île-de-France et de la région lyonnaise, mais en fait, si vous regardez, toutes les régions sont globalement actives en termes de recrutement et avec des taux de chômage qui sont globalement cohérents. Alors, à noter évidemment Auvergne-Rhône-Alpes 1,4%, là c'est champion du monde toute catégorie. L'Île-de-France 2%. Donc voilà, on est tout à fait dans des choses comparables. Il n'y a pas de région, d'où l'importance, si vous voulez, de ce que je vous disais tout à l'heure, de la territorialité et des terroirs, qu'ils soient en termes de formation et qu'ils soient en termes d'industrie. Un exemple, puisque Marie-Liesse était hier à Toulouse, quand on dit Toulouse, aéronautique et aérospatiale. Mais quand vous allez à Nantes, ils vous disent aussi aéronautique et aérospatiale. Voilà. Ou les Pays de la Loire. Mais ce n'est pas forcément Airbus. D'ailleurs, c'est un des commentaires que je voulais faire, c'est que les jeunes, quand on regarde où est-ce qu'ils vont s'embaucher, c'est grosso modo un gros tiers dans ce qu'on appelle les grandes entreprises. Tout le reste va se diffuser dans le tissu de PME, puisque la France, contrairement aux idées reçues, est un pays de PME. Vous voyez, j'ai dit PME et pas ETI, par opposition avec l'Allemagne, qui est un pays d'ETI. D'ailleurs, je ne sais plus quel éditorialiste, je crois que c'est Nicolas Bavrès, récemment disait, les Allemands disposent d'un nuage de drones, c'était l'image, c'est-à-dire leurs ETI, ils en ont 1600, nous on en a 110. Et nous avons 3 bombardiers. Je schématise, Airbus, Thales, Safran, puis quelques autres. Voilà. Donc là aussi, c'est une réflexion qui est apportée, et y compris en termes de territoire, donc d'aménagement du territoire. Et je sais que le gouvernement y est sensible. Alors, c'est toujours moi? Oui, c'est toujours moi. Alors, un autre aspect sur lequel l'IESF se penche et agit est l'éthique. Alors, on pourrait dire pourquoi? Parce que il est clair, et l'étude le montre, et cette année, on a musclé le questionnaire à cet effet, il y a des soucis. Alors, l'IESF agit d'une part avec la publication d'une charte d'éthique de l'ingénieur à destination des élèves et des jeunes diplômés, et que nous essayons, non sans mal d'ailleurs, de systématiser dans les livrets d'accueil des écoles d'ingénieurs, mais aussi axés sur leur vécu dans l'entreprise. Or, 18% se disent concernés par un manquement d'éthique dans leur entreprise, c'est quand même non négligeable, et 77%, c'est un chiffre qui est en forte hausse d'une année sur l'autre et depuis 2 ans, se disent prêts à en faire un signalement. Ce qui prouve que le sujet est prégnant et que le sujet est mis sur la table. Donc, on peut peut-être éventuellement sortir d'une peur ou d'une omerta. À titre d'exemple, moi, j'ai participé dans des entreprises où il y avait ce qu'on appelle un ombudsman, pour parler scandinave, et qui était un référent chez qui on pouvait se présenter de façon tout à fait anonyme et expliquer son problème d'éthique, que ce soit avec un manager, que ce soit avec des instructions reçues par l'entreprise. Et donc, vous étiez protégé, mais vraiment, je l'ai personnellement vécu, vous étiez protégé, donc il n'y avait pas de risque de retour en disant pourquoi tu as été voir l'ombudsman et qu'est-ce que tu lui as dit. Donc, c'est important parce que sinon, les gens ne sont pas masochistes, ils ne vont pas se faire couper la tête. Pardon, les 77%, c'est une question que vous posez depuis 2 ans, ou Ouais. c'est en hausse depuis 2 ans? C'est en hausse depuis 2 ans, oui. Et vous avez en tête quelque part les chiffres d'avant? Je crois que c'était 10 points de moins de mémoire, mais on pourra vous le préciser. Et c'est quand même important parce que ce n'est pas 20%, c'est 77% se disent prêts à. Ce qui veut dire non seulement ils sont prêts, mais ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui commence à peser. Il y a un vrai souci. Alors, les problèmes qui sont résolus. les problèmes éthiques, c'est qu'on vous demande éventuellement de faire des choses qui sont borderline, qui sont potentiellement illégales, qui sont
Voilà, donc on peut prendre tout un tas d'exemples. Hein, lorsqu'on travaille sur des problématiques internationales, ça peut être, j'allais dire manipulation, non, mais traitement des comptes, par exemple. Sous-estimation de choses. Il y a énormément de choses comme ça. Surestimation. Quand vous êtes dans des multinationales, un grand sujet, c'est les prix de transfert. Voilà. Et on peut très bien vous demander de gonfler les prix de transfert, ce qui permet de baisser les résultats dans un pays donné, donc de payer moins d'impôts. Voilà, ça c'est des choses où vous pouvez recevoir une instruction verbale, voire même écrite parfois, et qui peut heurter votre éthique, mais ça peut être aussi les comportements humains que vous pouvez constater d'un chef de service ou d'une chef de service. Je vous rappelle que, et ça touche tous les corps sociaux, les VSS sont une réalité, hein, et que ça ne sert à rien de se cacher derrière son doigt. Donc, ça existe aussi dans l'entreprise, et donc, certains et certaines, puisque c'est d'abord plutôt les femmes qui sont sujettes à, aujourd'hui ont des velléités à noter les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, y compris dans le déroulement de leur carrière. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. Hein. Vous savez, c'est comme lorsqu'on parle de corruption et qu'on vous dit la France est bien placée. Oui, on est bien placé, so what, on n'est pas numéro 1. Hein. Moi, s'en fout. Voilà. Donc, là-dessus aussi, il faut relativiser, il faut travailler. Et nous souhaitons justement que dès l'entrée à l'école, il y ait une prise de conscience des problématiques d'éthique. D'ailleurs, ça se joue aussi dans le vécu des promotions dans l'école, en particulier à travers des problématiques de VSS. Alors, planche suivante. C'est la conjoncture, c'est toujours moins. Alors, contrairement aux idées reçues en écho à l'enquête Ipsos-CGE, c'est une autre enquête, 80% des répondants se disent satisfaits de leurs conditions d'entreprise. 80% se disent satisfaits de leurs conditions d'entreprise, alors qu'on pourrait laisser à croire ou penser qu'il y a une grosse déprime. Et ça, c'est loin du désamour, sans parler des bifurcateurs et autres déclinistes, minorité, très minorité, qui a été trop souvent médiatisée ces 2 dernières années. D'ailleurs, ils ont un peu disparu des radars. Alors, nos jeunes, tout en ayant des convictions fortes, veulent être acteurs du changement. Ça, c'est une réalité, mais j'aurais tendance à dire que ça n'a rien de nouveau. La façon qui est nouvelle, c'est la façon dont ils peuvent l'exprimer, le poids des réseaux, les médias qui vont avec et tout ça, mais la conviction, elle est là. Et pour cela, ils sont convaincus que c'est de l'intérieur de l'entreprise qu'ils pourront contribuer et faire bouger les lignes. Je prends quelques exemples de jeunes que je connais qui, finalement, ont souhaité aller porter, entre guillemets, le combat à l'intérieur et qui se sont retrouvés en charge du combat. Et, beaucoup d'entreprises ont formé leur cadre à la charte du climat, par exemple. C'est intéressant. Hein. Donc tout ça, ça va dans le bon sens et très souvent, derrière les manettes, ce sont des plus jeunes qui agissent et à qui on donne le pouvoir d'agir et la liberté d'agir. Alors, IESF, pour information, en son sein, soutient une initiative de convention jeune, elle-même orchestrée par des jeunes. Quand je dis c'est des jeunes, c'est entre 25 et 30 ans, et qui s'engage sur le thème de la transition énergétique. Et il y a un programme qui est en cours, dont on aura l'occasion de reparler, qui est une convention. Alors, je dis pas convention citoyenne, parce qu'on va essayer de pas faire en sorte que ça tourne en jeu de boudin, mais c'est une convention jeune, une convention scientifique, et qui va, je pense, avoir une portée importante, d'autant plus qu'il se débrouille très bien, y compris pour trouver des sponsors de qualité. Voilà. Ceci étant, il existe bien un problème de gestion de ressources humaines encore en entreprise, qui est lié à la charge de travail et au stress. Et le télétravail, contrairement aux idées reçues, n'a pas forcément enlevé, mais parfois ajouté, ainsi qu'en termes d'organisation du travail. Marie-Liès, qui agit au sein d'Action Logement au niveau des RH, je crois que tu ne me contrediras pas là-dessus. Sur l'importance, effectivement, d'inciter sur ces thématiques-là, dès l'embauche, comme je l'évoquais, en particulier en termes de conjoncture, comme le montrent les éléments, c'est le volet environnement et écologie, décarbonation, qui sont les thématiques privilégiées auxquelles les ingénieurs sont particulièrement sensibles. Sur les différents chiffres de l'enquête, on voit vraiment cet axe qui se dessine
en numéro 1 par rapport aux autres thématiques. Alors, je suis bon. Oui, il y a une question, Madame Maillard? Non, je crois que vous aviez levé la main. OK, donc on avance. Voilà, on revient effectivement aux femmes ingénieures, donc qui représentent effectivement seulement 24% des 1 114 000 ingénieurs en activité. Et l'enquête montre que nous sommes sur un palier depuis 2011. C'est la slide suivante, mais on reste sur cette slide-là. On observe par ailleurs que les écarts de salaire s'accentuent avec l'âge, notamment en raison de l'accès plus difficile aux postes à responsabilité ou en fonction des choix de carrière différents entre les hommes et les femmes, ou encore, et ça dès le début, puisqu'on a vu que les hommes et les femmes s'orientaient dès les écoles d'ingénieurs vers des spécialités différentes, ou encore de différences de répartition en fonction des secteurs. Par exemple, le salaire brut médian des répondants à l'enquête, donc des 42 000 répondants qui ont des responsabilités hiérarchiques, se situe à 61 cas pour les femmes ingénieures et 82 cas pour les hommes. C'est quand même un chiffre assez significatif encore aujourd'hui. Alors, il y a des actions qui sont menées toujours. Il y a le ministère de la Culture là, qui soutient une initiative de projet de lecture et vocation scientifique chez les filles, qui sera un événement virtuel qui sera proposé en octobre prochain. Et puis, également, des actions de challenge scientifique avec les JO 2024 et puis qu'on pourra effectivement soutenir au niveau des JO des athlètes, notamment des athlètes femmes qui seront visibles et à soutenir tout au long des JO. 2 sœurs en natation synchronisée, des jumelles qui sont ingénieures de formation, football féminin aussi, une joueuse de football féminin qui est ingénieure également. Voilà, donc il y a des ingénieurs et c'est un axe qui peut effectivement sensibiliser beaucoup dans les mois qui viennent. J'observerai d'ailleurs que dans certaines écoles d'ingénieurs, il y a des cursus spécialisés ou particuliers réservés aux sportifs de haut niveau. Donc là aussi, on peut être sportif de haut niveau, quelle que soit sa matière, et faire des études d'ingénieur, puisque sportif de haut niveau, on n'est pas pour 40 années. Voilà. C'est quand même intéressant. Et ça aussi, c'est réconfortant de savoir qu'on peut le retrouver. Alors que ça soit en école d'ingénieur ou en école de commerce, ça s'applique dans les deux. Et ça aussi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et toujours toi? Voilà, les chiffres, je les avais évoqués avec le palier, effectivement, voilà. Depuis 2011. Et on poursuit sur les notions de salaire. Voilà. Alors, moi, j'ajouterais que, évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ce constat, des salaires qui tendent à s'élargir et entre guillemets, la discrimination homme-femme, mais je rappellerai aussi, et les chiffres sont cruels à cet effet, c'est que le delta, il s'enclenche parfois très tôt, rien que par le choix du secteur dans lequel, ou du segment d'industrie dans lequel on rentre. Comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de nos filles vont plutôt vers les sciences de la vie, les sciences de la terre, etc. Ben, il se trouve que les rémunérations sont plus basses. Donc ça aussi, ça impacte sur des choses. Et puis évidemment, après, il y a le cursus et le parcours professionnel qu'elles peuvent vivre dans les entreprises où elles vont. Bon, je l'ai mentionné tout à l'heure, une baisse importante des salaires en euros constants, ben là, ça tient compte de l'inflation, en particulier cette année, même si on peut penser qu'il y a un certain rattrapage, puisqu'on nous dit globalement c'est 4,5 les augmentations, de mon point de vue, ça reste 1% en dessous de l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le rattrapage, il n'est pas à 100%. Et puis, il ne faut pas préjuger de la suite, parce que pour l'instant, au-delà de tout ce qu'on nous dit, ça va aller mieux. Moi, j'attends d'hier, c'est pour vous dire ça va mieux, quoi. Je suis comme un peu comme saint Thomas, j'attends de voir. Alors, un peu moins d'ingénieurs travaillent à l'étranger. Bon, c'est pas énorme, c'est pas significatif. Est-ce qu'il y a un effet Covid ou pas? Parce que aussi, beaucoup de gens sont précipités et puis sont revenus. Hein.
Il y a aussi, je pense, dans les entreprises, en particulier les grands groupes, il y a eu un frein sur la mobilité à l'international parce qu'il y a un coût aussi parfois substantiellement important pour ça. Et puis aussi parce que la plupart des grands groupes qui travaillent à l'international se sont aussi rendus compte que finalement d'utiliser, d'employer des ressources locales, je fais abstraction éventuellement des coûts salariaux qui peuvent être différents, c'est que c'est quand même un plus d'avoir un local pour traiter dans le local. Voilà. Et donc tout ça, ça impacte à la baisse ce chiffre-là, mais encore une fois, la baisse n'est pas significative. J'observerai aussi quand même que dans les cursus d'école d'ingénieurs, donc ce qu'on appelle les cursus de grandes écoles, ils ont tous à faire 3 à 6 mois de prestations, hein, de stages à l'international. Donc, c'est un peu leur mettre le pied à l'étrier et leur ouvrir les yeux sur ce que pourrait être aussi un travail à l'international. Quelques mots sur l'administration publique, parce que dans notre 1 114 000, il y en a à peu près 200 000 qui travaillent dans les fonctions publiques, qu'elles soient d'État, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient hospitalières. Là, ce que je peux, par contre, noter, c'est la proportion de CDD. Et c'est pas vous que j'apprendrai que l'État n'est pas forcément le meilleur des employeurs et qu'en termes d'emploi, il crée beaucoup d'instabilité, y compris d'ailleurs dans les métiers de l'éducation nationale, puisqu'on trouve des gens, j'en ai dans mes relations proches, qui enseignent depuis 24 ans et qui sont toujours pas CDIsés et qui chaque année, pendant l'été, croisent les doigts pour savoir où ils vont être affectés à la rentrée. Donc là aussi, il y a un travail de gestion des ressources humaines et puis de valorisation de l'acquis de l'enseignement, puisque au bout de 24 ans d'enseignement, si on vous dit non, vous n'êtes pas CDIsable, c'est qu'il y a un vrai souci. Les entrepreneurs, de plus en plus d'ingénieurs s'orientent aussi vers l'entrepreneuriat et en particulier aussi nos jeunes. Hein. D'ailleurs, dans certaines écoles, il y a des cursus entrepreneuriat, création d'entreprises, sans parler des juniors entreprises ou des champignonnières d'entreprise. Et ça aussi, c'est intéressant puisque ça permet d'attirer dans nos écoles des jeunes qui n'ont pas forcément vocation et envie de rentrer dans un salariat. Par contre, on en voit même arriver en école, c'est le cas de la mienne, ils ont le projet déjà. Donc ça, c'est intéressant, puisque via le mentorat, via les rencontres avec les anciens, ils peuvent mûrir le projet, ils peuvent le faire évoluer, trouver des financements. Et alors que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce, hein, de la CGE le montre, on a de plus en plus de jeunes qui sortent de l'école et qui ont créé leur boîte. Donc tout ça, c'est intéressant. Et on leur souhaite bonne chance, bien évidemment. Alors, poursuite d'études et double diplôme, ça aussi, c'est un facteur aggravant en termes de manpower disponible pour les industries, puisque je vous ai dit, on fabrique en gros 42 000, 43 000 ingénieurs par an, sauf qu'ils ne vont pas tous à l'emploi tout de suite, puisqu'on en a à peu près une dizaine de pourcents de mémoire, en gros un peu plus de 4 000, qui poursuivent les études. Alors, pendant la crise Covid, certains nous disaient « je poursuis les études parce que on ne sait pas où on va, on est cloîtré à la maison, on a le couvre-feu, etc. » Et puis, certains veulent poursuivre parce qu'en particulier, veulent faire un doctorat. Alors là aussi, les entreprises sont en train de changer leur regard sur les doctorants. Très, très, très noir à une époque, s'il fait doctorant, c'est parce qu'il va être étudiant perpétuel. Et aujourd'hui, on a plutôt des entreprises qui considèrent que les doctorants sont une matière première importante dans leur chaîne d'innovation et de création de valeur. Donc, et d'ailleurs, des entreprises font des efforts salariaux, puisqu'à la même époque, on arrivait à recruter un doctorant moins cher qu'un ingénieur, qui s'était fait 2 ans de plus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et les efforts sont rémunérés et je pense que les entreprises, qu'elles soient grandes ou moyennes, d'ailleurs, bon, les petites, c'est un peu plus compliqué, sont friands de doctorants qui sont capables d'apporter de la méthode, du regard, de la matière, de la valeur ajoutée dans leurs efforts de recherche et développement. Car, pas la peine de se voiler la face pour sortir un petit peu de l'ornière dans lequel nous sommes en termes
génération de richesse dans ce pays, c'est par l'innovation et la recherche et développement que nous y arrivons. Alors là-dessus, force est de constater, c'est qu'en termes de pourcentage de PIB, nous restons quand même encore à la traîne par rapport à nos grands concurrents que sont les Américains, les Allemands, les Chinois, les Japonais qu'on oublie toujours, parce que comme on est un peu masqué par l'ombre portée des Chinois, on oublie les Japonais, qui restent très, très, très dynamiques quand on regarde le nombre de diplômes, pas de diplômes, mais de brevets qu'ils déposent. Et puis là, c'est notre liste, les Coréens. Ce que j'appelle moi la Samsung Country. Et je m'amuse toujours de regarder, parce que je suis ça d'assez près, la capacité d'innovation et de créativité de la Corée du Sud, dans tous les domaines. Aujourd'hui, y compris dans l'hydrogène, dans les véhicules. Regardez la percée des véhicules coréens ces 10 dernières années. Les Coréens sont capables aujourd'hui de faire rouler une voiture à hydrogène, à injection directe d'hydrogène. Là où les grands automobilistes européens nous disent ça ne marchera jamais. Bon, on rappelle la vieille histoire du turbo avec Renault, ça ne marchera jamais. La preuve, ça a beaucoup marché. Voilà, donc là-dessus, je crois qu'il faut être un petit peu modeste et regarder les choses et pas se cacher à son doigt. La recherche, le développement, l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas que dans ce que certains appellent le high-tech. Il y a du high-tech dans la mécanique. Trop souvent, le high-tech égale électronique, égale télécom. Il y a énormément de choses que moi je qualifierais de high-tech, y compris dans la mécanique dite générale. D'autant plus avec l'arrivée de l'électronique, lorsque vous faites de l'Internet des objets, de la connectivité, que vous mettez de l'intelligence artificielle, vous faites aussi du high-tech. Mais je peux vous dire, puisque j'y ai participé, une porte coupée, c'est du high-tech aujourd'hui. Il y a du matériau, il y a de la recherche, il y a énormément de choses, il y a des procédés de fabrication, et tout ça, c'est du high-tech. Et un des axes qu'on essaye de faire avancer aussi, c'est dans l'enquête, c'est de prendre attention aux scientifiques, puisque c'est Ingénierie scientifique de France. Et voilà, donc on commence à essayer de sensibiliser également les scientifiques à cette enquête. Alors, un point, j'allais dire là, c'est notre liste, un point, c'est nos retraités et nos pré-retraités. Ils sont toujours actifs. En fait, c'est ce qui ressort de l'enquête, puisque 20% des retraités poursuivent une activité salariée ou pas. Très souvent, les cadres supérieurs, c'est qu'ils deviennent coach, ils deviennent consultants en tout genre, etc. Mais pas que. Et donc 28% dans l'industrie. Ça permet quand même d'avoir une capacité de transmission de savoir. Et aussi 44% des retraités ou pré-retraités, encore une fois qu'ils soient salariés ou non salariés, font du bénévolat dans une association humanitaire ou sociale, et plus de 12% font du soutien scolaire. Alors, j'insiste bien là-dessus, du bénévolat, au moment où, c'est vrai, nous avons une crise du bénévolat dans ce pays, mais pas que dans ce pays. J'étais récemment en Allemagne, ils ont le même problème. Le bénévolat est une difficulté aujourd'hui. Et donc, ce que j'appelle le vrai bénévolat. Les ingénieurs scientifiques de France sont actifs pour favoriser le lien transgénérationnel et faire profiter les plus jeunes de leur expérience et de leurs compétences, en particulier au travers de nos actions de promotion des métiers d'ingénieur scientifique dans les lycées, les collèges et bientôt dans les CM2, mais pas que, dans le mentorat, dans le tutorat, dans l'accompagnement des programmes gouvernementaux Un jeune, une opportunité, et puis tout ce qui peut sortir pour accompagner nos jeunes sur la voie des filières d'excellence que sont les métiers d'ingénieur et de l'industrie. Alors c'est un immense vivier, mais qui peut être encore plus mis en action et exploité. C'est ce que je redis aujourd'hui, on a une crise du bénévolat. Nous-mêmes, nous sommes toujours en train de chercher des bénévoles et nous essayons d'avoir et de la diversité aux femmes et de la diversité en termes de plage d'âge, de façon à ce qu'il y ait une bonne mixité et qu'on puisse promouvoir nos actions grâce à ça. Et en particulier, lorsqu'on va dans les collèges et dans les lycées, on essaye d'éviter de se présenter avec un âge moyen de 75 ans, ce qui n'est pas une tare, soit dit en passant, parce qu'il y a un fond d'expérience qu'on peut partager, mais on commence avec un petit a priori négatif du jeune qui est au fond de la salle en train de faire du TikTok ou de l'Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là-dessus, il y a aussi une façon de se présenter avec le langage qui est le leur, qui n'est pas toujours le meilleur, soit dit en passant, surtout lorsqu'on parle de TikTok. Et puis
et puis d'attirer leur attention. Personnellement, j'ai été dans un collège il n'y a pas très longtemps. On a fait 4 fois 1 heure. On a eu 3 gros succès et un échec. Un échec relatif. Et force est de constater, c'est que l'échec, il a été dû essentiellement à l'attitude du professeur pendant notre heure de présentation, alors que dans les 3 autres, nous avons un professeur qui a participé, qui a encouragé, qui a incité. Et là, cette notice, ça nous fait beaucoup plaisir, qui a tenu la discipline de la classe. Parce que le 4e, en plus, tenait pas la discipline. Donc, c'était un peu le bordel, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que ces élèves qui sont face à tel prof ou tel prof, ben, ils ont déjà une inégalité. Très clair. Hein. Alors, on a fini avec les transparents ou pas? Il y en a encore un. C'était le virage numérique. Après, oui, on ne peut pas oublier ça avec Gérard qui est face à moi. Bon, le virage numérique transforme nos entreprises. Bon, j'enfonce une porte ouverte. Il faut continuer. Il faut éviter d'en faire une panacée universelle. Hein. C'est un outil comme un autre. C'est comme là, dernièrement, on a eu le paroxysme de ChatGPT, où alors là, j'ai eu tous les ingénieurs du monde qui ont essayé de planter le truc. Hein, tous les soirs, on avait des trucs. Ouais, j'ai envoyé ça, regardez ce qu'il m'a répondu, c'est de la dope, c'est pas bon. C'était pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est quels sont les apports positifs et négatifs. On a parlé d'éthique tout à l'heure, hein, y compris pour l'éthique, que l'intelligence artificielle peut apporter à nos activités, à nos métiers, à nos formations. Voilà, c'est comment on appréhende l'outil de façon objective et de façon positive, et non pas en regardant ça comme étant un grand méchant loup qui arrive d'outre-Atlantique. Voilà. Alors, pour finir, j'indiquerai aussi que l'ISF est en action pour contribuer à redresser la barre du niveau de notre école. Grâce au programme, que ce soit pour promouvoir nos métiers, mais aussi inciter la force publique à ne plus ce que j'ai appelé bricolo réformé. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Réforme du bac, je te remets 1h30. On n'a rien fait quand on a fait ça, d'autant plus qu'entre-temps, on avait perdu beaucoup de profs de maths et qu'il y avait un déficit de candidature au CAPES. Alors, bricolo réformé, c'est par exemple remettre justement ce que je viens de dire, des heures de maths au lycée. Il faut simplifier le portfolio d'options où il n'y a plus personne, y compris les jeunes qui ne comprennent rien. Je ne parle même pas des parents. À renoncer à supprimer l'heure de TPologie en 6e, bien au contraire. Mais cette heure ne doit pas se résumer à du codage. Mais comme le préconise le président de la CGE, qui est aussi directeur du Arts et Métiers, à une confrontation active à la matière avec des réalisations pour des jeunes en quête de sens et pour lesquels le développement durable et la sobriété en termes de ressources naturelles sont des cibles évidentes. Donc là, il y a un terreau, il y a un terrain de jeu important, mais pour que les jeunes puissent se l'approprier et mettre les mains. Quand on fait du codage, on fait du codage, et on fait rien. Par contre, toucher la matière, toucher quelques grands principes justement de la physique de la matière, je pense que ça permet d'ouvrir les esprits et d'attiser les curiosités. Alors, dans son opus Regard d'ingénieur, que vous avez tous lu, bien sûr, mais vous pouvez encore vous le procurer auprès du USF, on fait sur ce thème des propositions qui sont certes délicates, sinon polémiques pour certains, mais il faut nommer les problèmes pour pouvoir les résoudre. Je crois que c'est Albert Camus qui disait ça. Premièrement, il faut remettre en cause le marronnier du collège unique, qui est devenu en fait un accélérateur d'inégalité et un facteur incontesté du recul des niveaux de nos jeunes. Je le rappelle, c'est pas moi qui le dis, toutes les études le montrent, 40% de nos jeunes qui rentrent en 6e ont des problèmes pour parler français ou l'écrire et des problèmes en maths. Nous sommes 29e sur 32 dans le classement OCDE sur la base des mathématiques, alors qu'on a produit beaucoup de médailles Fields. Mais le pipeline et la capacité de mathématiciens avancés a fondu comme neige au soleil. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail de remise en forme, de relance et d'excellence. Deuxièmement, il faut privilégier le qualitatif au quantitatif et, comme moi je l'appelle souvent, il faut stopper le pédagogisme. Donc les réformes perpétuelles des programmes, la sophistication qui fait que même les enseignants d'ailleurs ils perdent un peu de latin qui leur restait. Troisièmement, revoir les problèmes de déclassement et de sous-formation des maîtres qui s'en émeuvent et qui s'en plaignent. Ça amènera à revoir leur statut et leur rémunération. Je voudrais citer un autre chiffre. Nous avons une chute de 44 000 à 15 500
des candidats au CAPES depuis 20 ans. 44 000, 15 500. Là, on ne peut plus se voir la face. Il y a un vrai souci. Le métier n'attire plus. Depuis 2015, 27% de recrutement dans l'enseignement public se fait en contractuel. Avec tout ce que l'on... Alors, il n'y a rien de faux, mais on l'a vu, y compris en sortie de crise de Covid, on vous embauche en contractuel, on vous fait une demi-journée de formation pseudo-pédagogie, etc., et on vous colle devant une classe. Bon. On voit tout de suite quel peut en être le résultat. Alors surtout que dans certains cas, on vous envoie surtout dans les classes difficiles, puisque d'autres, plus CDisés, ne veulent pas y aller. 25% pour qui fait ? Pardon ? 25%. 27% de recrutement contractuel. Donc, il faut revoir la formation, il faut revoir le statut, il faut revoir la rémunération. Alors, avec tout ce qui va avec, hein, ce n'est pas une question de juste mettre de l'argent. Donc, tant sur la forme que le fond, et aussi ouvrir des postes à des sachants venant de l'industrie. Moi, ce qui me frappe, et dans cette salle, j'en connais au moins un, c'est que quelqu'un qui a fait 10-15 ans d'industrie, qui connaît un sujet et qui se propose pour faire, justement, pour prendre un cours sur ce sujet-là, on lui rétorque « Ah, ça peut pas, c'est pas possible, parce que vous n'avez pas le diplôme qui va bien, parce que vous n'avez pas la formation qui va bien, hein, je regarde mon délégué général, et donc on ne vous prend pas. » Voilà. Donc là aussi, quand on veut justement mettre vraiment de la réalité dans un pseudo-rapprochement école-industrie, faisons en sorte que ceux qui sont dans l'industrie puissent venir irriguer de leur connaissance le milieu de l'école. Je constate aussi que certains rentrent un peu par la porte de derrière. Nous avons ce qui s'appelle les mécénats de compétences, où certaines grandes entreprises détachent des cadres en activité, et pas uniquement des cadres en pré-retraite, mais des cadres en activité, donc la compétence qu'on de la moelle, comme on dit, pour justement aller prêcher auprès des collégiens et des lycéens les voies d'excellence que sont les voies de l'industrie. Alors tout ça, c'est très bien, et ça aussi comme avantage, c'est de drainer des jeunes vers l'apprentissage, puisque derrière tout ça, ces entreprises-là prennent les jeunes en apprentissage. Donc il y a un cercle vertueux qui se met en place, et moi je souhaiterais qu'on puisse ouvrir beaucoup plus de postes à ce que j'ai appelé les sachants venant de l'industrie, ce qui permettrait d'ailleurs, puisque j'ai donné quelques chiffres, de combler le déficit de professeurs en sciences de l'ingénieur et autres matières scientifiques. Mes amis, les professeurs de sciences de l'ingénieur, suite à la réforme du bac, se sont vus en voie de disparition. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2% du cheptel en terminale prend l'option sciences de l'ingénieur. Alors, aussi, je voudrais profiter de la présence de l'audience pour relever la dernière initiative dont on ne peut que se féliciter, à savoir la découverte des métiers, devenant obligatoire au collège en 2024. Donc, on a encore un an pour travailler le sujet. Mais, comme toujours, restera alors la mise en œuvre, et là, on peut craindre l'effet d'annonce, avec aux manettes charge l'ONICEP, dont une des fonctions est justement l'information sur les professions. Je m'interroge, que n'a-t-elle fait? Que peut-elle faire? Et cette demi-journée tous les 15 jours se fera-t-elle au détriment de quelle matière si elle se fait en emploi du temps constant? Et donc, toutes ces questions-là ne sont pas répondues. En plus, ça se fera sur la base du bénévolat des professeurs dans le pacte qui est proposé aux professeurs, dont on semble nous dire que ça n'a pas un grand succès. Donc, l'idée est bonne, la réalisation reste à mettre en action et reste à mettre en œuvre. Et puis, j'espère que l'ONICEP, encore une fois, dont c'était quand même un peu la fonction, c'est la fonction, hein, de traité d'orientation. Moi, ce qui me frappe quand je vais justement dans ces fameux collèges ou lycées, c'est que, quelqu'un qui peut labelliser ONICEP, il a une méconnaissance totale du monde de l'entreprise et du monde de l'industrie. Donc là, il y a un vrai boulot. Et à ce propos, j'invite Madame la directrice de l'ONICEP à se rapprocher d'IESF pour échanger sur l'existant et l'activité promotion des métiers d'ingénieurs scientifiques d'IESF sur le territoire. Je rappelle, nous touchons 60-70 000, et c'est en progression constante, jeunes, chaque année, pour venir dans les collèges, dans les lycées, parler de nos métiers, de nos filières, et nous insistons toujours pour que ça soit avec les jeunes et avec les parents. Voilà, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, et Marie-Lès l'a rappelé, les parents restent le premier prescripteur de leurs enfants. À cet égard, signer des conventions
et signer et s'appuyer sur des profs bénévoles. La question est ouverte, y en aura-t-il et y en aura-t-il assez, hein, n'y suffira pas, le moins s'en faut. On est dans le pays, vous savez, de l'associatif, donc on a un problème, paf, on fait une association et on passe le problème à l'assaut et on met une subvention, puis il ne se passe pas grand-chose, ou alors on signe une convention. Alors là, toutes les photos de gens qui signent des conventions, je peux vous en sortir des kilos, hein, mais derrière la convention, il y a quoi? Moi, ce qui m'intéresse, convention-action, convention-réaction, convention-proposition, voilà. Et puis derrière, mesurer le résultat, puisque c'est quand même de l'argent public, hein, vous appelez ça subvention ou autre, c'est de l'argent public, c'est nos impôts, et derrière, on aimerait avoir un retour sur investissement. Voilà. Alors, avant de vous souhaiter une bonne journée et puis de prendre des questions qui n'ont pas dû manquer en ligne, Jean, je voudrais aussi ici remercier celles et ceux qui ont permis cette enquête, les bénévoles, l'USF, en premier lieu Marie-Liesse, qui s'est investie lourdement et prend beaucoup sur son temps, y compris très tard, parce qu'avec Marie-Liesse, on s'écrit vers minuit en général, hein, quand tu as fini, tes ouvrages domestiques. Les permanents, qui ont aussi énormément travaillé sur cette affaire, nos prestataires, que ce soit Optima ou ICO pour la communication, et puis nos partenaires et nos sponsors qui sont toujours en soutien, un soutien utile, puisque, encore une fois, nous ne fonctionnons que sur les cotisations de nos membres et les donations de nos partenaires et nos sponsors. Nous n'avons aucune subvention d'ordre national, gouvernemental, où nous sommes totalement indépendants, ce qui est très bien, puisque ça nous permet aussi d'avoir une liberté de parole. Et c'est intéressant, puisque les ministères, et nous avons progressé depuis 2 ans, je ne dirais pas qu'ils sont à notre écoute, mais ils sont attentifs à ce que nous disons. Et ça me paraît important. Moi, je suis ravi de la connexion que nous avons, en particulier avec le ministère de l'Industrie aujourd'hui, qui est dirigé par un ingénieur, hein, et où on peut débattre et mettre en action. Donc, ça, c'est important. Alors, avec toute la fragilité qui existe, parce que le ministre s'est suivi aujourd'hui, demain, qui sera-t-il? Bon, je ne souhaite pas de partir demain, au contraire, mais on sait qu'il y a vocation à changer et à chaque fois, il faut remettre sur le métier et c'est très compliqué. Et je m'associe au remerciement de Marc et de remercier chacun qui est présent aujourd'hui et continuer à soutenir toutes les actions pilotées pour accompagner finalement les ingénieurs et les scientifiques, notamment les actions IESF, comme les journées de l'ingénieur, la semaine de l'industrie, comme les actions DNIS également, le New Space, voilà, enfin, toutes ces thématiques-là. Alors, tu fais bien de le rappeler, j'avais oublié, donc les Journées nationales de l'ingénieur, avec la journée nationale qui se trouve être chaque année le 4 mars. C'est le 4 mars parce qu'elle est couplée avec la journée mondiale des ingénieurs auquel nous participons. Alors parfois ça tombe un week-end, c'est embêtant, pas tellement que c'est le week-end, mais en termes d'audience, ça peut avoir une... Nous réfléchissons aujourd'hui à la thématique du 4 mars 2024 et pour l'instant les premières pistes sont le New Space. Pourquoi le New Space? Parce que industrie aéronautique, industrie aérospatiale, conquête du ciel, le retour de l'homme sur la Lune, Mars, les trous noirs, mais pas que, l'impact des nouvelles technologies, la décarbonation de l'industrie, les premiers avions hydrogène qui volent, voilà, y compris un français, c'est dit en passant, etc., etc. Et tout ça, ça a une application dans le monde des ingénieurs au sens très, très large. Et puis derrière, nous avons aussi toute la problématique de cybersécurité sur lequel les Français sont très en avant. Alors, j'avais un dernier opus que je voulais vous montrer, qui se fait sous l'égide de notre partenaire émandant, puisqu'il est membre de ISF, qui est France Ingénieur, qui est cette petite série, cette petite collection, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Aurore Ingénieur, et de l'autre côté, c'est Michel Ingénieur. Et en fait, c'est un peu pédagogique, didactique, facile à lire, ça se lit très vite, et ça permet de décrire un métier d'ingénieur ou d'ingénieur tout court, et de voir l'interaction dans les métiers et d'ouvrir un petit peu le champ des questions et le champ d'intérêt pour nous plus jeunes. Alors, il y a toute une série, je ne sais plus combien il y en a qui sont pour vous, mais on pourra vous en donner plus de détails. Il y en a 3 ou 4 d'après ce que je lis.
et qui sont intéressants à lire et faciles à lire. Donc, quand on va dans les collèges, c'est sûr que c'est simple. Encore une fois, regard d'ingénieur, important. Des propositions. Alors, certaines de ces propositions, soit dit en passant, ont été reprises par certains candidats aux dernières élections. Certaines sont peu ou prou, même si c'est pas même avec le même vocabulaire, sont reprises. Et ça, c'est intéressant pour nous. Ça montre aussi que mon rôle de président, c'est de remettre les ingénieurs scientifiques sur les radars et de faire en sorte que lorsqu'on veut parler d'industrie, qu'on interpelle aussi et qu'on fasse participer aussi les ingénieurs scientifiques que nous sommes, ce corps de plus d'1 million d'actifs, qui est quand même un grand corps. Voilà. J'en ai terminé. Marie-Liesse aussi. Et s'il y a des questions, alors Jean, est-ce qu'il y a des questions pertinentes ou percutantes qui viennent du natif? Alors, sans surprise, il y a énormément de questions sur les salaires. Ouais. Je vais poser la première pour le temps que les gens dans la salle réfléchissent aussi à la question. Je vais poser la première et y répondre aussi parce que j'ai peur que vous n'ayez pas forcément les éléments. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi les salaires n'ont pas augmenté alors que dans toutes les branches, il y a eu une augmentation venant compenser partiellement l'inflation. Le salaire des cadres a augmenté de 3,5% en 2022. Donc, cette question, en fait, c'est vrai que le salaire médian, les chiffres moyens que l'on publie sur les salaires n'ont pas beaucoup évolué entre 2021 et 2022. Il faut savoir qu'une grande partie du rattrapage salarial, les 3,5% que la personne cite, à mon avis, elle est sur les salaires 2023 et notre enquête, elle s'arrête sur les salaires du 31 décembre 2022. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, en fait, quand je suis allé vérifier dans les chiffres, dans le détail des tranches d'âge, et on constate que malheureusement, c'est sur les tout jeunes que les salaires n'ont vraiment pas augmenté, voire légèrement diminué. Et donc, ils ont quand même continué à augmenter chez les ingénieurs établis. Et donc, je dis que c'est un peu dommage parce que c'est de nature à peut-être un peu décourager les jeunes qui sont sur le marché du travail. Mais en fait, chez les très jeunes, que ce soit chez les ingénieurs ou que ce soit dans les autres branches, de toute façon, les salaires n'ont pas beaucoup augmenté. Ils ont surtout augmenté chez les gens qui ont déjà un travail, qui ont déjà des syndicats qui les défendent, qui ont déjà toute une mécanique autour. Et les jeunes en recherche d'emploi, c'est très difficile pour eux. Donc ça, c'était la première question auquel j'ai cherché des éléments parce que vous n'auriez pas trouvé tout seul. La deuxième question sur les salaires, c'est quels sont les secteurs qui rémunèrent le mieux, je traduis la question, qui rémunèrent le mieux dans cette enquête 2023, qui, je vous le rappelle, est sur les chiffres du 31 décembre 2022. Donc les secteurs qui rémunèrent le mieux, vous avez je peux aller jeter un coup d'œil c'est relativement équilibré. Relativement équilibré, mais il y a quand même clairement qui se détache en tête le secteur de la banque assurance. Très très nettement en tête de tous les autres, ce qui est surprenant parce que, comme disait Marc, c'est pas forcément un secteur d'industrie. Oui, mais c'est un secteur qui te paye avec l'argent des autres. Voilà. Donc c'est plus simple. Et juste derrière les télécoms. Les télécoms, alors encore une fois, pourquoi, si on oublie la banque assurance et les commentaires que je viens de faire, mais auxquels je crois. Les télécoms et autres, on est dans ce fameux nuage high-tech où la concurrence et la compétition pour acquérir les nouveaux talents est une des plus fortes. Ceci étant, pour moi, il n'y a pas de tabou dans les autres secteurs. Bon, l'aéronautique a la même problématique. Ils cherchent 20 000 ingénieurs dans 5 ans, le nucléaire à peu près autant. Donc, vous voyez tout de suite la pêche à la ligne qui va se faire. Et en fait, ça revient aux commentaires que prenaient les gens, c'est que les augmentations les plus marquées, substantielles, ont plutôt été pour les cadres en poste, justement pour éviter de les perdre, se les faire faucher. Et j'ai toujours en tête ce chiffre qui est de plusieurs centaines de cadres spécialisés d'hydrogène
de la partie, ce que j'appelle l'Isérois autour de Grenoble, qui se sont fait aspirer par les Suisses. Là aussi, on sait pourquoi, c'est beaucoup mieux payé, mais on en a aussi qui sont aspirés au Québec. Vous voyez. Donc, il y a énormément de choses comme ça. Comme je dis toujours, tout ce qui est rare est cher. Hein. Donc, voilà. Mais on peut trouver, dans tous les secteurs, on va trouver la même problématique. J'arrive par côté, bon, je vais citer le BTP. Alors, en plus, avec toujours cette image, le BTP, c'est mal payé, c'est compliqué, c'est difficile. Je peux vous dire, pour l'avoir été en sous-traitant de BTP, c'est bien payé. Ils ont la plus belle mutuelle du monde, contrairement aux idées reçues, et il y a une très belle carrière à faire. C'est pour nos jeunes. Nos plus jeunes, garçons et filles. Autre question, Jean? Oui, au fond de la salle. Clarisse Wattine de l'école et l'université. Vous parlez beaucoup des femmes dans cette étude. Je suis étonnée que vous n'ayez pas posé peut-être une question aux 44 000 répondants sur leur ressenti peut-être de la mixité dans leur entreprise, qui peut-être donnerait aussi une base sur ces sujets-là, et qui pourrait peut-être aussi montrer que les prophéties autoréalisatrices des parents et des mamans dont vous parlez totalement seraient en partie source du problème. Alors, la réponse elle est en deux temps. Il y a quelques questions, entre guillemets, qui pistent dans ce sens-là. Et pour tout vous dire, dans le questionnaire de la prochaine enquête, il y aura quelque chose de plus avéré autour des questions que vous venez de mentionner, c'est-à-dire votre vécu, la réalité de votre vécu, etc., etc. Là, encore une fois, et on espère que les femmes s'exprimeront, parce que ce qu'a oublié de mentionner Marie-Liesse, c'est le taux de femmes répondantes dans cette enquête. Alors, vous allez me dire, il est à la hauteur des 24 ou 28%. J'aimerais qu'on en ait 28% qui répondent, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc là aussi, il faut aussi que les femmes… Et pourquoi vous pensez qu'elles ne répondent pas? Je n'ai pas de bonne réponse à cette question. C'est comme pourquoi je n'ai que 42 000 répondants alors qu'on est 1 million. Voilà, c'est aussi simple que ça. 42, 44. C'est 42, voilà, c'est 42. Voilà, mais c'est de la même façon pourquoi il y a autant de… Par les associations d'ingénieurs, en fait, les associations d'anciens d'ingénieurs, les présidents qui diffusent, ou les alumni. Alors, c'est pas des soucis, parce qu'il y en a qui diffusent bien et qui font du suivi. Je pense aux arts et métiers, je pense à l'école de Marie-Liesse et quelques autres. Et puis, il y en a qui font rien du tout. Il y en a même qui disent on ne va même pas s'embêter à diffuser. C'est quand même dommage. Surtout lorsqu'il s'agit d'écoles plus régionales, ça serait quand même intéressant d'avoir le tempo de la région. Les gens de cette région. Mais au-delà de ça, encore une fois, notre ambition reste d'arriver à 100 000 répondants. Parce qu'en plus, je vous rappelle que ce n'est pas un sondage, hein, c'est une photographie réelle. Donc, plus il y a de gens qui répondent, plus la photo, en termes de pixels, est plus fine. Et pour finir ma réponse, donc dans l'enquête de l'année prochaine, c'est un des packages dans lesquels on va travailler. De la même manière, on va travailler aussi sur l'impact du problème de logement, la crise du logement. Il y a des choses comme ça. Et puis, revenir aussi sur l'éthique et un peu appuyer sur quelques sujets liés à l'éthique. Sur le logement, on peut noter une des actions, là, les logements qui ont été proposés pour les équipes des JO sont mis à la disposition d'étudiants pour initier. Donc ça, c'est une autre action effectivement lancée cette année. Oui, devant. Alors, les dames d'abord. Je me demandais, vous avez dit que les cœur et démissionnaires, c'était un petit chiffre. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de jeunes qui ont quitté complètement? Je vais être cynique, 5 à Agro et 5 à Centrale, voilà. C'est la meilleure réponse que je vous dis, on n'en sait rien, mais c'est marginal. C'est marginal. C'est marginal et en plus c'était cousu de fil blanc, c'était préparé. Moi je regrette que la réaction dans la salle n'ait pas été à la hauteur. Voilà. Mais si vous regardez bien, on n'en parle plus, il ne se passe plus rien. Moi j'ai travaillé avec des jeunes qui auraient pu être considérés dans cette catégorie-là et qui en fait ont renversé la proposition, qui se sont embauchés, y compris dans des groupes pas simples, et qui aujourd'hui sont en charge de la diversification, du développement durable et de la formation de l'ensemble des cadres à ces problématiques.
c'est quand même un beau parcours. Et là, je pense en particulier à une jeune femme. Et comme quoi, il y a pas de problème à ce sujet-là. Donc moi, c'est là-dessus que je regarde. C'est les grandes masses. Bon, c'est pas pour autant qu'on voudrait, même s'il y avait 5 ou 10% de bifurcateurs, qu'on s'en préoccupera pas, parce qu'on voudrait pas que ça devienne 15, puis 20, puis 30. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est les 90 qui se sont engagés et de répondre à leurs attentes, y compris salariales. Et là, je renvoie vers mes amis du patronat. Que faites-vous face à cette problématique, les NAO, enfin tous les trucs qu'on connaît bien dans l'entreprise, pour susciter une envie et maintenir et alimenter cette envie. Voilà. Et là-dessus, moi, je peux donner quelques conseils. Et après 42 ans, 43 ans d'entreprise, dont 25 en tant que chef d'entreprise, donner quelques conseils de ce qui est à faire, de ce qui n'est pas à faire. Mais trop souvent, on se cache derrière son doigt. Alors, monsieur. Oui, Marie-Liesse indiquait comme quoi, depuis 3 ans, les jeunes trouvent plus facilement un emploi. Je veux savoir l'influence de l'apprentissage sur ce facteur. Je vais répondre, il n'y a pas de marqueur, en fait. Dans les deux cas, ça fonctionne bien. Quand je prends l'enquête CGE maintenant d'insertion, on a un pourcentage non négligeable de jeunes, que ce soit en école scientifique ou en école de commerce, qui sont embauchés avant d'être diplômés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà signé le contrat, il ne reste plus qu'à avoir le diplôme. Donc ça, c'est important. C'est le message aussi qu'on envoie aux parents. Ça, c'est très important. Moi, je dirais aussi que l'alternance, si elle se passe bien, très, très souvent, je n'ai pas de chiffres, mais je pense très souvent, moi, je l'ai vécu et je l'ai pratiqué en entreprise. L'entreprise où l'alternant a été alterné le recrute. Parce que, en fait. Je peux le confirmer, cette année, j'avais 40 étudiants d'alternance. Pratiquement tous étaient en voilà. Parce qu'en fait, c'est un champ d'expérimentation et de test de l'individu. J'étais récemment chez Virbac, j'étais chez Schneider Electric, par exemple, dans la région niçoise. Ils n'ont jamais moins en France de 100 alternants. Voilà. Et qu'on ne vienne pas me dire c'est une façon détournée de faire de l'emploi pas cher. Non, c'est de la formation continue et c'est le plus beau pied à l'étrier qu'on puisse imaginer pour entrer dans l'entreprise. D'autant plus que c'est vraiment systématisé et organisé et les jeunes rentrent et on les fait tourner dans l'entreprise. Un autre facteur intéressant, c'est que moi j'ai remarqué, du coup, ils écoutent davantage les cours parce qu'ils se rendent compte que le cours qui leur est donné absolument a plus d'importance par rapport à l'emploi qu'ils ont, puisqu'ils envoient les emplois. Bien sûr. Ouais, il faut une relation directe, c'est sûr. Ben, on rentre du théorique dans le pratique. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme lors de techno, mettez-leur les mains dans la matière. Quoi. Je veux dire, là, ils vont tout de suite sentir les choses. Et personnellement, je préfère, disons, faire des formations à ceux qui sont en alternance, parce que je sais qu'ils vont être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus poser des questions plus intéressantes que je dirais, dans la formation. Et moi, je vais être cynique et en plus, ils ont plus faim. Parce que très souvent, c'est une façon de financer leurs études d'alternance. En plus. Donc, il y a une deuxième motivation qui est non négligeable. Par contre, pour les professeurs, ça demande plus de travail. Absolument. Monsieur Robert. Moi, j'ai deux questions. Voilà, je sais que ça va te coûter cher. Hein. La première, est-ce que je sens que l'ensemble de votre c'est une question à l'intérieur. Je sens que vraiment certaines commencent à faire des opérations Deuxième question, finalement, avec l'apprentissage, est-ce qu'on voit arriver commenter avec visiblement pas mal d'intérêt pour les jeunes. Tout à l'heure. Est-ce que c'est un signal faible, ou je ne sais pas, de la fin des jeunes préparatoires des écoles? Est-ce que cette filière-là va peut-être. Alors, bon, je vais commencer par la deuxième question. J'espère que non. Et que ce n'est pas une manipulation comptable. Parce que entre un jeune qui passe par la formation grandes écoles, c'est-à-dire par classe prépa, et un jeune qui passe en alternance, ce n'est pas le même coût pour l'établissement comme pour la société française.
Voilà, donc, j'espère qu'on ne va pas faire de la gestion Excel, Excel, PowerPoint sur le sujet. Pour moi, c'est comment on appelle, une filière d'excellence qui permet d'y attirer des jeunes qui ne seraient pas passés par la voie dite classique, quelle qu'en soit la raison, y compris financière. Et donc, de permettre à ces jeunes qui ont du potentiel de pouvoir venir l'exprimer dans cette formation-là et de venir s'ajouter. Donc, pour moi, ça doit venir s'ajouter. Alors maintenant, le problème de la voie classique, grandes écoles et des classes prépa, c'est que justement, avec tous ces bricolos réformes que nous avons, on est en train de nous expliquer qu'on ferme des classes prépa parce qu'il n'y a plus de candidats. Ce qui est une réalité. Il y a moins de candidats. Donc, c'est la spirale lente descendante de la mort. On veut tuer son chien, il a la rage. Ben, c'est à peu près ça. Et moi, encore, on perd des profs aussi compétents de classe prépa, etc., etc. Voilà. Donc, il faut revenir vers une démarche d'excellence. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai toujours mis en avant les démarches d'excellence, les plans de progrès personnels, les plans de progrès collectifs. Ben là, c'est pareil, on devrait, au niveau de l'État, avoir des plans de progrès personnels et collectifs, une démarche d'excellence, remettre une certaine valeur de base comme le travail et les résultats qui vont avec, et les récompenses qui vont avec. Et dans nos métiers, les récompenses, ben, c'est la promotion, c'est le salaire qui va avec, et remettre ça en avant. Et non pas aller plutôt dans l'autre sens, c'est ben, vous faites tout ce que vous pouvez, de toute façon vous aurez le diplôme, et puis tout va bien. Et puis, résultat des courses, on en est aujourd'hui dans certaines écoles d'ingénieurs à faire des cours. Alors, ils ont pris un vocabulaire au lycée, ils font des cours d'harmonisation de promotion. En clair, c'est des cours de remise à niveau, en gros, et sur des matières comme le français. On en est là quand même, hein. Et dans certaines écoles non négligeables. Je ne les citerai pas pour ne pas leur faire de la peine, hein. Mais c'est terrible quand on entend ça. C'est terrible. Donc, on a mise à niveau, harmonisation, pardon, en français et en maths. Tiens, et en maths. Bizarre, hein? Voilà. Alors, sur ta première question, on est victime, là comme ailleurs, du mal français, c'est-à-dire la parcellisation, l'atomisation, le chacun pour soi, le chacun chez soi, on est mieux que les autres, on se défendra tout seul, etc., etc. Le résultat des cours, c'est qu'on s'affaiblit tous. Moi, je ne peux que constater que les associations d'alumni, et ça se répercute chez nous, ont toutes des problèmes, en particulier vis-à-vis de leurs jeunes. On le voit au niveau des adhésions, on le voit au niveau des paiements de cotisation. Alors, d'autant plus qu'on est rentré dans des réflexions plutôt consuméristes que de positionnement individuel, dont le bénévolat, dont la solidarité pourrait être des éléments clés. Je rencontre de plus en plus de jeunes, quelle que soit l'association, qui disent mais j'en ai quoi pour mon argent? Ma réponse est de dire et tu donnes quoi pour ton argent? Voilà. Et donc ça, c'est un mal français, hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, un peu cyniquement, mais pas tant que ça, parce que je l'ai vécu aussi, y compris professionnellement, un problème, comme on dit en France, un problème une taxe, un problème une loi, un problème une asso. Voilà. Et on a réglé le problème. On n'a rien réglé du tout. Je rappelle que l'association en France est le premier employeur, plus d'1 million d'emplois, les assos. Et ouais, les chiffres, ils sont cruels hein, quand on regarde les chiffres. C'est intéressant les ordres de grandeur. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai toujours travaillé à base d'ordres de grandeur. On fait de la qualité, on fait du Six Sigma. Le premier truc, c'est définir le problème. Il est là. Parce qu'un million d'associations, on devrait péter la forme. On ne pète pas la forme, hein, que je sache. Autre question en ligne? Non. Il y a une autre question en ligne que je vais poser, si je vais poser, mais à laquelle on ne va pas répondre. Par contre, je vais répondre en même temps à la question du monde des grandes écoles à laquelle on n'a pas pu répondre tout à l'heure. La question, c'est quelles sont les fonctions qui rémunèrent le mieux? Alors, pour cette question, et ainsi pour la question sur les femmes, là, on a aussi dans les chiffres qu'on récolte de l'enquête des informations qui ne font pas partie de la synthèse que l'on publie.
et qui doivent faire l'objet de recherches complémentaires par notre prestataire et tout ça. Donc, il y en a certaines que l'on va prendre en compte et qu'on va demander à notre prestataire. Il y en a d'autres, si vous souhaitez avoir des études plus particulières, je vous rappelle qu'il y a plus de 400 questions qu'on pose à 42 000 personnes. Donc, on a, au-delà de la synthèse que vous allez avoir aujourd'hui, il y a des tas d'autres problématiques qu'on peut aborder, mais qui réclament des études complémentaires et donc qui réclament forcément du travail de notre prestataire qui va bosser dessus. Il va nous faire payer. Et qui va nous faire payer. Donc, les fonctions qui rémunèrent le mieux, c'est effectivement quelque chose que l'on n'a pas en standard. Je réponds à la personne qui était en ligne qui avait posé cette question. Voilà. Il y a 400 questions. Pourquoi c'est peut-être un des facteurs qui fait que tout le monde ne répond pas. Ça prend beaucoup de temps de répondre à 400 questions. Non, alors en fait, c'est des questions à tiroir. Vous ne passez pas à travers toutes les questions. Suivant le début de vos réponses, on vous oriente vers un chemin particulier. Parce que 400 questions, c'est un foutage, je pense. Non, mais je vous rassure. Heureusement. Un quart d'heure pour les gens pas habitués à répondre. Ouais. Pour les gens qui répondent depuis des années comme moi, en 10 minutes, ça arrive d'exploser. Alors, sachant que, indépendamment de ce qu'on vient de dire, nous continuons à travailler sur l'ergonomie, justement, non seulement du questionnaire, mais l'ergonomie homme-machine. Et donc, avec le prestataire, qui est un prestataire dont c'est le métier, il nous fait en ce moment des propositions justement pour modifier l'ergonomie et justement pour que le répondant n'ait pas cet effet de fatigue, pour que le répondant puisse ne pas terminer mais reprendre. Voilà. C'est déjà pas mal amélioré. Et ça, c'est déjà pas mal amélioré, absolument. Mais on va continuer, et y compris tenir compte du fait que certains répondants, parce qu'ils sont plus jeunes, vont répondre à partir d'une tablette, voire d'un smartphone. Donc, l'interface homme-machine sur le smartphone n'est pas forcément la même que celle de votre PC. Donc, on travaille toutes ces problématiques-là pour justement faire que les gens ne se découragent pas avant la fin, qu'ils puissent reprendre s'ils n'ont pas fini, ou parce qu'ils n'ont plus de batterie, ça arrive aussi, que les questions puissent être à tiroir en fonction de si vous répondez d'entrée, vous êtes retraité, on ne va pas vous demander toute votre vie d'employé, hein, etc., etc. Donc tout ça, ça va. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse venir y injecter des nouveaux jeux de questions sur les problématiques, non seulement du moment, mais des problématiques qu'on n'a pas forcément totalement bien couvertes. On a parlé du logement, on a parlé du rendu des femmes qui, par rapport à leur carrière et leur déroulé de carrière. Voilà, on a des choses comme ça. Et puis, j'aimerais traiter un peu l'amont, qui est pourquoi vous avez pris la filière scientifique. C'est intéressant. Chaque fois que je vais justement rencontrer des jeunes, c'est la question que je leur pose tout le temps. Et on a des réponses qui font chaud au cœur. Parfois, c'est justement, et c'est là aussi, je voudrais le mentionner, parce que j'y crois aussi, le prof. Il y a le prof qui a fait que je me suis orienté là-dessus. Et c'est pas forcément le prof de maths, soyons passants, mais le prof. Voilà. L'existence dans le terroir de l'école, le tissu industriel, puis pour ceux qui sont en alternance, etc., etc. Donc, oui, c'est multifactoriel et c'est ça qu'on essaye de calibrer et de faire en sorte que, ici on a quand même quelqu'un qui représente Action Logement, c'est aussi intéressant pour eux de savoir ce que ces jeunes et moins jeunes vivent. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le logement est une priorité absolue actuellement. J'avais une petite question, sur les effectifs dans l'industrie. J'avais l'impression que dans l'enquête, on montre qu'il y a plus d'ingénieurs dans l'industrie, il y avait une hausse de leur présence et une hausse aussi des recrutements. Comment est-ce qu'elle s'explique? Est-ce que c'est un rattrapage d'une année 2021 qui était faible ou il y a autre chose, un mouvement qui c'est les deux, en général. Hein, il y a un frémissement aussi. Alors, est-ce qu'on doit en conclure que la réindustrialisation fonctionne? Je vais dire non, mais ce n'est pas négatif, c'est qu'on en est dans les premiers balbutiements. Ça ne peut pas se limiter à rapatrier une fabrication de masques ou de paracétamol. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le retour d'industries qui sont parties ailleurs, de par la mondialisation, mais c'est surtout la création de jobs
et de jobs nouveaux à haute valeur ajoutée qui intéressera nos ingénieurs. Et c'est le cas? Alors, c'est le cas dans des secteurs. À côté de vous, il y a quelqu'un qui représente le numérique. C'est le cas dans le domaine de Marie-Liesse, qui est l'aviation et l'aéronautique, où là, c'est une pénurie doublée d'une pénurie de formation de talent. Voilà. Alors, d'ailleurs, à ce propos, vous en avez une perche, il faut savoir que certaines grandes entreprises dans ces secteurs-là, comme d'autres, y compris dans la chimie, se substituent à l'éducation nationale en créant eux-mêmes leur formation. C'est le cas de Michelin, c'est le cas du monde de l'aéronautique d'une manière générale, parce que ils ont besoin de fabriquer. Alors là-dessus, d'ailleurs, les entités, les partenaires que sont l'UIMM et les T2I sont très actifs. Vous allez à ISP, vous avez une école de formation au métier de l'aéronautique, avec des gamins et des gamines, enfin, excusez-moi de dire ça comme ça, des jeunes qui touchent la matière, c'est-à-dire qu'ils ont dans l'atelier, ils ont un hélico et ils démontent l'hélico. Voilà la réalité des choses. Donc c'est vrai qu'après, pour aller se faire embaucher ces Airbus et hélicoptères, c'est plus simple. Voilà. On finit. Donc on remercie ceux qui sont encore en ligne. Je vois quelques noms là dans certains, je le reconnais, d'ailleurs, un petit retard. Et puis je remercie ceux qui sont venus au siège. Et puis rendez-vous à l'année prochaine. Si certains et certaines d'entre vous de la presse veulent avoir des compléments, veulent m'interroger plus avant, vous connaissez l'adresse, n'hésitez pas. Même chose pour Marie-Liesse. Et encore une fois, merci d'être venu. Bonne journée. Merci.